Christophe Darmanjat est maître de conférences habilité à diriger les recherches à l'université Paris-Cité. Anthropologue social spécialisé dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs et les questions liées au genre, à l'économie ou à la violence. Il était l'invité de la librairie Ombre Blanche le mardi 23 septembre 2025 pour une rencontre autour de son dernier ouvrage, paru aux éditions La Découverte, Casus Belli, la guerre avant l'État. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Juste un petit mot pour introduire la rencontre donc autour de Casus Belli, la guerre avant l'État et pas l'État avant la guerre. Et avec Christophe Darmanjat. Éric Sevaux, qui est membre cofondateur des éditions Smolny, sera l'animateur de la rencontre. Et je vous laisse la parole. Voilà. Avec Christophe Darmanjat, à l'occasion de la parution de Casus Belli. Merci Maxime et merci encore une fois à la librairie Ombre Blanche de bien vouloir accueillir autant de rencontres et des rencontres de cette importance. Là, on va le dire pour cet ouvrage Casus Belli, qui est le fruit des travaux au long cours en anthropologie sociale de Christophe Darmanjat, à ma gauche ici. Et alors je dis travail au long cours parce que je vais en profiter tout de suite pour glisser un petit mot personnel, puisqu'on a vu arriver le premier manuscrit de Christophe il y a un certain nombre d'années aux éditions Smolny, justement. Et c'était cet ouvrage, Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était, sous-titré aux origines de l'oppression des femmes. Et ça donnait déjà, je dirais, la teneur ou la folie, la teneur du travail de l'auteur et la folie de l'auteur qui n'hésite toujours pas, et c'est le cas avec Casus Belli, à prendre les sujets les plus prégnants, les plus globaux, on serait tenté de dire, et on verra que ça s'inscrit en particulier dans le projet de la collection à la découverte où est sorti Casus Belli. Et donc là, c'était d'essayer de partir sur la trace des origines du caractère quasi universel de la domination masculine, à rebours de tous les récits semi-fictionnels sur la question. Quelques années plus tard, on va le dire comme ça, Christophe a commis un autre livre qui s'appelle « Justice et guerre en Australie aborigène ». Et on peut dire que c'est peut-être un des points d'entrée qu'il y a eu à ce travail beaucoup plus général qui est celui dont on va parler aujourd'hui avec Casus Belli, et qui était de regarder sur un cas bien défini géographiquement et temporellement, celui de l'Australie aborigène autant que possible d'avant la colonisation ou au tout début de ce qui a pu être observé au moment de l'arrivée des colons, sur pourquoi finalement une société sans richesse, sans État, pouvait être confrontée de façon très régulière, quasi permanente, traversée en tout cas par un état de tension armée, de conflits, de résolution de conflits personnels, collectifs, et comment on pouvait aborder ça et essayer déjà à ce moment-là de proposer une classification dont on verra l'importance dans Casus Belli. Et alors Casus Belli, ce qui est donc le livre qui sort à la découverte on va dire ce mois-ci, c'est de fin août. Et lui entreprend ni plus ni moins de répertorier, de classer l'ensemble des conflits physiques qui agitent l'histoire de l'humanité, en tout cas ce qu'on a pu observer des temps les plus anciens ou dans des sociétés qui nous semblent les plus éloignées des nôtres jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas donné tout ton pédigré, Christophe, donc tu es chercheur en anthropologie sociale, prof d'éco aussi par ailleurs, et en plus des ouvrages mentionnés, il y avait eu
un livre sur l'origine des inégalités sociales qui était paru chez Agone au mi-temps des années 2010, je crois. Et beaucoup plus récemment, c'est pas noté au dos ici, mais un livre que tu as fait avec Anne Augereau sur aux origines du genre, qui est la petite collection Seuil, je crois. C'était au PUF. Au PUF, voilà, pardon. On va le refaire, enfin il va ressortir en version augmentée. Tout augmente, même les bouquins. Donc il va ressortir en version augmentée normalement début 2026, voilà, avec des chapitres en plus. Ok, et donc oui, je disais, cet ouvrage Casus Belli, comme sur, bon, pour prendre, on donnait celui sur à l'origine de l'oppression des femmes. En anthropologie sociale, on sent qu'il y a un petit vent qui tourne ces dernières années et où on revient, notamment peut-être sous l'impulsion, t'en diras sans doute un mot, il était venu présenter son ouvrage ici, de Bernard Lahire, et qui donc préside à cette collection qui s'appelle Sciences sociales du vivant, à la découverte, et qui se donne pour objectif de reprendre les questions sous un angle macro, on dirait, de l'anthropologie sociale, c'est-à-dire vraiment les grandes questions qui agitent l'histoire, ou on dirait plutôt l'espèce humaine, puisqu'il y a aussi cette idée d'intégrer de plus en plus les sciences du vivant au sens large dans le jeu des espèces, de pouvoir faire des comparaisons, on le verra avec l'éthologie, du moins de faire de l'éthologie également comparée. Donc évidemment cet ouvrage avait toutes les caractéristiques voulues pour rentrer dans ce cadre, je dirais dans cette profession de foi de la collection de Bernard Lahire. Et je dois dire que c'est un ouvrage, je ne sais pas par quel bout exactement on va choisir, nous, de le présenter, parce que se dire qu'il y a des conflits, ton ouvrage est divisé en deux grandes parties, on ne va pas peut-être tout balayer tout de suite, mais peut-être que si tu es, toi, très rapide. Moi, je suis chaud, moi. Oui, il est chaud bouillant, comme toujours. Là, je parle beaucoup parce qu'une fois que je vais passer le micro à Christophe, vous ne m'entendrez plus. Hein, de toute façon, soyez rassurés. Et c'est vrai que là, nous, de la place où nous nous situons actuellement, c'est-à-dire au sein d'États ayant une existence longue, ayant éradiqué à peu près toutes les autres formes de violence armée notamment, ou de vengeance personnelle, de conflits de groupe, etc. Bon, ça n'exclut pas les caractères criminels, etc., qui peuvent perdurer dans la société. Mais en termes de conflits établis, structurés, etc., l'État dit non, ça c'est mon job, quoi. Et ce que l'on voit fondamentalement, c'est des conflits interétatiques. Mais ça masque l'immense variété de tous les types de conflits. Et évidemment, le conflit par excellence que nous, on s'est nommé, qui nous paraît absolument évident, c'est la guerre. La guerre, voilà. Et je ne résiste pas au plaisir de vous mettre tout de suite une citation qui donne aussi un peu le ton de comment Christophe rédige. C'est souvent... même sur des sujets un peu lourds, on va dire, un peu difficiles, c'est souvent très drôle. Et donc, il dit « Rien de plus simple à première vue que de définir la guerre. Elle nous est si familière, elle marque l'histoire de nos sociétés depuis tant de millénaires qu'il semble n'y avoir aucun mystère ni aucune difficulté à savoir en quoi elle consiste. On peut remarquer que, même si c'est simple de la définir ou si elle nous paraît omniprésente, il y a toujours un enjeu à la nommer. Tu rappelles des exemples récents, l'opération militaire spéciale en Ukraine. On peut se rappeler des opérations de pacification en Algérie de l'État français. Il faut pacifier. Il faut pacifier. Voilà, alors vous aurez compris. Et donc, voilà la petite boutade qui suit. En réalité, il en va de la guerre comme d'autres phénomènes sociaux. La question n'est facile qu'à condition de ne pas se la poser sérieusement.
Et en fait, ce que va faire ton bouquin, c'est essayer de poser ça avec l'extrême rigueur, moi je le dis toujours, qui caractérise tous tes travaux et tous tes bouquins. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, si, c'est donc on nomme guerre, évidemment, les conflits majeurs qu'on a sous les yeux. On va parler de guerre en Ukraine, on va parler de guerre à Gaza, on va parler de guerre au Soudan, etc. Et évidemment, face à la multiplicité des autres types de conflits, alors on dit déjà autres types de conflits, on devrait dire simplement face à la multiplicité des conflits qu'on a pu observer ou dont on a des traces ethnographiques ou écrites, très souvent on se retrouve face à des dénominations qui vont reprendre le mot de guerre et puis vont lui accoler un adjectif quelconque. Alors en général, on essaye de donner un truc qui fait mine d'y avoir réfléchi, c'est-à-dire de faire croire qu'on a fait ce que propose Christophe, c'est-à-dire de regarder la question sérieusement, mais ce n'est pas le cas. Et de façon assez ironique, tu dis que toutes les appellations, on pourrait substituer toutes les appellations, style guerre fleurie, guerre rituelle, guerre... tout autre type comme ça, guerre de basse intensité, guerre par procuration, etc. Par guerre bizarre, parce que ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas essayé de faire l'effort méthodologique de se donner des critères de classification. Et ça, c'est le premier bloc immense de ton bouquin qui poursuit justement une entreprise esquissée dans Justice et guerre au travers du droit, qui est de proposer une forme de classification. Et pour cela, tu vas même devoir inventer un critère, en tout cas dans la façon de le nommer à toi. Un mot surtout, mais on y reviendra après. Donc, décris-nous déjà comment tu as procédé pour débroussailler le champ des possibles. J'ai bien ramé. Donc voilà, le problème, Eric l'a dit, je vais le redire à ma façon, mais voilà, c'est qu'effectivement, je pense que souvent, les bonnes questions en science, c'est celles qu'on a oublié de se poser. Et puis voilà, on a une solution qui semble aller de soi et on l'emploie et voilà. Et je sais pas, moi, en sciences sociales, par exemple, tout le monde vous dira que les inégalités, c'est né du surplus. Voilà, donc ça, c'est un truc qu'on trouve dans tous les bouquins. Et puis, plus personne se demande ce que c'est que le surplus en question. Et quand vous commencez à vous dire, mais au fait, de quoi parle-t-on au juste et qu'est-ce que c'est censé nous expliquer ? Vous avez le petit fil là et vous tirez une vraie pelote et vous n'êtes pas déçu du voyage. Donc moi, mon problème, ça a été un peu ça. Au départ, effectivement... les chasseurs-cueilleurs font-ils la guerre ? Évidemment, le coup classique, c'est ça dépend ce que tu appelles la guerre. Voilà, voilà. Oui, ça dépend ce qu'on appelle la guerre. Et c'est là où on se dit, mais on a un vrai problème. Parce que imaginez deux physiciens qui discutent, puis au bout de 20 minutes, ils discutent photons, par exemple. Je sais pas, moi. Au bout d'un moment, il y en a un qui dit à l'autre, mais c'est quoi que tu appelles vraiment en fait un photon ? Vous voyez, c'est totalement inimaginable dans une discussion de physique. Et en sciences sociales, ça nous arrive tout le temps. Enfin, voilà, on met ce qu'on veut derrière les mots, on fait un peu de la bouillie. J'ai un collègue qui s'appelle Jean-Loïc Lequelec, d'aucuns ici ont sans doute, j'espère, lu ou entendu. Il a une super expression, il dit il y a des bouquins, ils sont même pas faux. C'est-à-dire que... voilà, ça noircit des pages. Voilà. Bon. Alors, le truc, c'est qu'évidemment, moi, je me suis retrouvé avec les aborigènes australiens en disant quand même, ces gens-là, c'est des chasseurs-cueilleurs. Ils sont censés être gentils, pacifistes, etc., si j'en crois ce qu'écrivent mes collègues. Manifestement, ils n'ont pas bien lu ce qu'écrivaient les préhistoriens ou les anthropologues sur eux, parce que ça tatane quand même assez fermement. Donc, j'avais fait tout un boulot autour de ça. Et puis, évidemment... Après, on se retrouve avec d'autres situations. Alors, je sais pas, je peux vous raconter en 2 mots. Dans les Andes, alors ça a perduré, ça fait des siècles que ça dure. Même avec l'étatisation, ils n'ont pas enlevé ça. Voilà. Tous les ans, vous avez les villages ou des villages voisins qui se tapent dessus
mais très méchamment. Hein. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait des blessés et des morts, il faut que ça saigne, comme disait la chanson de Maurice Vian. C'est le Tinku, Parce que, c'est ça voilà, c'est ça. Il faut que ça saigne pour que la terre boive la Pachamama, vous savez, la gentille divinité écolo, là, voilà. Il faut qu'elle boive le sang pour que le maïs et les récoltes soient bonnes, etc., etc. Et puis l'année d'après, on recommence, quoi. Voilà. Bon. Alors, vous êtes face à un machin comme ça. Alors, première solution, vous dites, c'est ce que disait Eric, hein, c'est de la guerre, mais c'est de la guerre rituelle. Parce que quand même, on voit bien que c'est pas tout à fait la même chose que la guerre en Ukraine. Voilà, bon. Deuxième solution, on dit c'est le Tinku, enfin, c'est le nom que les gens y donnent. Mais vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, on n'est pas très avancé. En quoi ce truc-là est pareil, pas pareil, etc., que ce que nous on fait quand on fait la guerre. Et nous, on part avec un handicap, c'est que, comme l'a dit Eric, on vit dans des sociétés étatisées depuis très longtemps, et l'État, il a nettoyé, éradiqué tout un tas de pratiques qui se faisaient avant lui. L'État, il a dit, à partir de maintenant, quand il y en a un qui a le droit de cogner, c'est moi. Voilà, c'est ça le principe de l'État, partout. Hein. Donc avant, les gens se cognaient avec d'autres façons. Et comme nous, on a été élevés, grandis, formés dans des sociétés où depuis des siècles, voire des millénaires, les gens n'ont plus le droit de se taper comme ils veulent, quand on tombe sur des sociétés comme ça, on les comprend pas. On voit pas à quelle logique ça correspond. Donc il dit, voilà, on dit guerre bizarre, guerre rituelle, etc. Donc je me suis assez vite convaincu qu'il y avait quelque chose à gratter là-dedans et à essayer d'y mettre de l'ordre. Alors après, ça a été long. J'avais un peu mis de l'ordre avec mon histoire d'aborigène australien, mais enfin, voilà, c'était un cas particulier. Comment j'ai fait ? Je suis allé bouquiner tout ce que je pouvais bouquiner. Alors, on est d'accord, j'ai pas fait le tour. Hein. La littérature sur la guerre est assimilée, et voilà, je pense que plusieurs vies n'y suffiraient pas. Mais il y a un moment où vous vous dites, je ramasse plus beaucoup de trucs nouveaux. C'est-à-dire que les choses que je ramasse, j'arrive maintenant bien à les ranger dans les cases que je me suis faites. Donc, c'est signe. Alors, je dis pas que mes cases couvrent absolument tout, mais enfin, les grandes cases, je pense qu'elles couvrent tout. Les petites, il y en a peut-être encore quelques-unes dans les coins qu'on pourra trouver, mais voilà, c'est comme une classification de bestioles. Hein. Une fois que vous avez les grands groupes, après, dans les petits, vous en trouvez d'autres, mais c'est peu probable qu'un jour, on trouve des animaux qui rentrent pas dans les grandes classifications qu'on a faites. Voilà. Donc après, j'ai retourné ça dans tous les sens. Si vraiment vous avez beaucoup de temps à perdre, ça laisse des traces. J'ai un blog où je publie au fur et à mesure l'état de mes réflexions, etc., etc. Si vous remontez sur les 2, 3, 4 dernières années, vous verrez comment j'ai essayé de ranger ça, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un coup comme ci, un coup comme ça, avec des collègues qui me disaient « Ouais, mais non, mais ça marche pas parce qu'il y a ceci. » Voilà. Bon. Donc j'ai retourné le truc dans pas mal de sens. Et voilà, c'est pas facile parce que vous faites un truc nouveau, vous essayez de trouver les propriétés qui marchent bien, puis il y a les trucs qui ont l'air de bien marcher, puis qui en fait marchent pas bien. Enfin bon, voilà. Au bout du compte, j'ai trouvé donc, comment dire, alors je peux spoiler là, hein. C'est bon ? Non ? Pas le droit ? Ouais. Si, parce qu'on va quand même, tu peux parce qu'on va être obligé quand même d'en parler. Hein. Voilà. Oui, donc, voilà. Donc l'idée repose sur 4 grandes cases. Voilà. Donc après, dans les 4 grandes cases, il y a des sous-cases, évidemment. Mais les 4 grandes cases qui correspondent en fait à 2 fois 2 questions. Donc si on compare, ça marche bien. D'ailleurs, la guerre et puis ce que je viens de raconter là chez les Indiens des Andes, là, le Tinku. Je ne sais jamais si on dit le ou la Tinku, mais enfin bon, voilà. Il y a 2 grandes différences et qui m'ont servi à faire ma classification. Première grande différence, la guerre, c'est fait indépendamment de ce que l'autre y veut. Hein, je veux dire, si vous êtes, je vais prendre un exemple au hasard, Poutine, et que vous avez envie d'aller taper sur la tronche à Zelensky, enfin plus exactement si vous êtes l'État russe et que vous avez envie d'imposer un truc à l'État ukrainien, vous lui demandez pas s'il est d'accord pour ça et à quelles conditions on va le faire et à quelles conditions, c'est peut-être le plus important. Quand est-ce qu'on va dire qu'on s'arrête, voilà, par avance, etc. Non, vous y allez. L'autre, après, il fait ce qu'il veut. Et bon, s'il a envie de le faire aussi, la guerre, il l'a fait. Voilà. Donc, première chose, le Tinku, ça ne marche pas du tout comme ça. Les 2 moitiés de village sont d'accord à l'avance.
Un, sur le lieu auquel on va se taper, le jour et l'heure, etc. Les armes qu'on va avoir le droit d'employer. Et par-dessus tout, quand est-ce qu'on arrête? Donc ça, c'est déjà une première grosse différence. Puis deuxième différence, la guerre, ça a pour but de rétablir, je vais dire un truc vachement profond, de rétablir la paix. Hein, la guerre, l'objectif, c'est qu'une fois qu'on l'a faite et qu'on l'a gagnée, comment dire, voilà, il n'y a plus de raison de se taper dessus, c'est fini. Alors après, il peut y en avoir des nouvelles qui vont arriver, mais... Oui, et la paix telle que peut l'entendre l'un des le protagonistes. Évidemment, les deux ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qu'il faut pour arriver à la paix. C'est bien pour ça qu'on fait la guerre. Mais, en tout cas, c'est faire évoluer un rapport de force, faire bouger quelque chose. Et l'idée, encore une fois, c'est qu'une fois qu'on a gagné la guerre, qu'on a imposé ses conditions à l'autre, on s'arrête. Le Tinku, c'est pas du tout ça. Hein. L'idée, c'est pas du tout qu'une fois qu'on l'aura fait, c'est bon, on se tapera plus dessus, puisque par définition, l'an prochain, Pachamama, elle aura toujours aussi soif, et qu'il va falloir remettre ça et lui redonner à boire, etc., etc. Donc, vous voyez, avec ces deux trucs-là, avec ces deux questions-là, et vous voyez, alors... Moi-même, je me suis évidemment fait embarquer. Au départ, on part sur des idées de est-ce que c'est très violent, moyen violent, pas très violent. Voilà, c'est le premier truc. Hein. Y a des combats où on se met la misère, des combats plus cool, puis des trucs où on se touche à peine. Bon, voilà, ça nous ferait un bon critère. En fait, ça marche pas du tout. Enfin, voilà. Donc, je vous dis pas tous les trucs que j'ai essayé avant de. Oui, celui-là, c'est le plus intuitif parce que c'est aussi, encore une fois, dans les sociétés où on est, le critère de la quantité de violence, c'est celui qui s'impose à nous par le spectaculaire, le sensationnel, l'émotionnel. Et puis le fait que la guerre étant le fait de l'État, a priori, les gens dans la société, eux, ils sont pas armés, ou beaucoup moins. Et du coup, quand les gens se tapent quand même si l'État n'est pas d'accord, ils se font moins mal. Une bagarre de bande de quartier, par définition, ça a tendance à faire moins de morts qu'une guerre interétatique. Voilà. Mais, vous voyez, c'est une conséquence de plein de trucs, c'est pas une définition. Et ça, ça fait partie du boulot de faire de la recherche. Enfin, il y a un vieux proverbe que je cite sans arrêt, c'est... si les apparences, ça correspondait à la réalité, il n'y aurait pas besoin de faire de la science. Ça vaut pour toutes les disciplines. Si les choses étaient aussi simples que ce qu'elles ont l'air, il n'y aurait pas besoin de payer des gens à faire ça. On prendrait les apparences. Voilà. Donc, je me suis un peu torturé la tête. Et au bout du compte, voilà, il y a ces deux questions. Un, est-ce qu'on se met d'accord à l'avance, et en particulier sur les conditions de la fin, ou pas? Deux, est-ce que le but de la manœuvre, c'est de ramener la paix ou pas? Et avec ça, on trouve un foisonnement de pratiques, parce que là, on en a vu deux, hein, la guerre, etc. En fait, il y en a des tas d'autres. Alors, il y en a une que l'anthropologie avait quand même vue, parce qu'elle était sous son nez, qu'elle ne pouvait pas passer à côté, c'est la vendetta. Hein, je vais le dire vite fait, mais la guerre est un conflit entre groupes. La question, évidemment, c'est est-ce que tous les conflits entre groupes sont de la guerre? Et puis, réponse, non. Voilà. Et il y en a un qu'on avait quand même à peu près identifié, c'est la vendetta. Pourquoi? Parce que, y compris dans les sociétés étatiques, ou dans certaines d'entre elles, ça a tendance à perdurer. Hein, voilà. Donc, quand l'État n'est pas hyper costaud, etc., c'est le truc qui traîne. Donc ça, les anthropologues avaient mis le nez dessus. De là à dire qu'ils avaient réussi à bien définir la différence entre guerre et vendetta, c'est notre paire de manivelle, parce que là aussi, c'est compliqué. Et puis après, il y a tout le reste, dont le fameux Tinku dont je viens de parler, mais en fait, il y en a des tas d'autres, et voilà, le bouquin se propose, dans une première partie, de voyager, disons, dans la classification, un peu comme si j'avais fait, je sais pas, en biologie, j'aurais dit, voilà, il y a les vertébrés, les invertébrés, les ceci, les cela, les mammifères, les machins, et allons voir à chaque fois différents exemples des différentes choses. Donc c'est ça. Et puis, je vais le dire tout de suite, voilà, la deuxième partie consiste à essayer de mettre un peu tout ça en mouvement, en partant de la fameuse question des origines. Hein, depuis quand? Alors, du coup, la question depuis quand fait-on la guerre se transforme en depuis quand se bat-on selon les différentes modalités mises à jour, le mot de guerre étant beaucoup trop large, et voilà, et quand on prend la question de manière plus serrée, on a quand même, alors je dis pas qu'on a beaucoup plus de réponses, mais on a quand même le sentiment de raisonner de façon plus serrée. Et puis un deuxième truc que j'avais déjà flairé avec l'Australie, mais qui m'a sauté un peu au nez, c'est qu'on a très facilement, donc vous voyez,
on a facilement tendance à prêter aux autres nos façons de se battre, donc la guerre. Donc quand les autres font des trucs, c'est des guerres bizarres, mais c'est des guerres quand même. Alors, en fait, non, ça n'en est pas. Et on prête aussi aux autres nos motivations. C'est le principe même de l'ethnocentrisme. Nous, chez nous, on se bat pourquoi pour piquer des ressources, quoi. Enfin, je veux dire, les guerres... Après, il peut y avoir éventuellement de la politique, de la religion qui se met là-dessus. Enfin, au bout du compte, l'idée, c'est quand même de piquer des territoires, de mettre des choses en domination, d'exploiter des ressources, etc. Et on a tendance donc à dire que si les humains se battent, c'est pour ça. Alors ça, j'avais déjà vu avec l'Australie que ce n'est pas vrai du tout. Voilà, et qu'en Australie, on se bat absolument pas pour les ressources. C'est même pas... Pas toujours, c'est jamais, quoi. Enfin, dire quasiment jamais. Et donc, il y a cette idée de mettre un peu cette affaire-là en perspective et de montrer que dans les sociétés humaines, finalement, il y a eu d'autres motivations que de se piquer des ressources. Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je peux m'arrêter là. Oui, sur les... Ouais, tu dis, tu l'as mis en mouvement dans la seconde partie, mais c'est quand même déjà en mouvement dans la première partie parce que on t'accompagne, hein, du moins tu nous permets de t'accompagner un petit peu dans le remplissage des 4 cases. Et là, tu as beaucoup parlé des 2 cases en diagonale, c'est-à-dire ceux qui sont... alors que on va donner les noms que tu as donnés, c'est pas spoilé ça. Voilà. C'est pas spoilé, mais ça y est, on rentre dans les mots techniques. Pour le fait de dire que chacun fait comme il veut, ça c'est comme tu l'as dit, tu as nommé ça discrétionnaire, voilà, c'est à discrétion, c'est-à-dire qu'effectivement en particulier, il peut y avoir, ça peut aller jusqu'à la guerre d'extermination, c'est-à-dire on peut vouloir aller aussi loin que l'on veut. Alors le on, c'est toujours encore une fois l'un des protagonistes, hein. Est-ce qu'il y a une forme d'accord, on se met d'accord sur les modalités du conflit, donc c'est là où tu inventes un mot, parce qu'effectivement l'adjectif qui dérivait du fait que l'on convienne de quelque chose, on ne pouvait pas utiliser conventionnel parce qu'on risquait de percuter de plein fouet des trucs qui nous traînent déjà dans la tête, comme la guerre conventionnelle, etc. Donc tu as forgé le mot conventionnaire. J'ai galéré, hein. J'avais essayé symétrique et asymétrique. Ouais, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit mais la guerre asymétrique ça existe déjà, ça veut dire autre chose. Bon ok, ouais. On oublie. J'avais essayé unilatéral, bilatéral, j'étais vachement content de moi. Puis après, je me suis dit, putain, il y a des proches qui a dit oui. le fameux truc. La guerre, c'est moins drôle quand il n'y a pas d'ennemis. C'est ça, la guerre est sans ennemis, la guerre est ridicule. Donc, je me suis dit que la guerre unilatérale, ça ne voulait pas dire grand-chose non plus. Bon, voilà. Et j'ai fini par tomber sur ce mot de... Mais je crois bien que je ne sais plus si c'est moi qui y ai pensé ou quelqu'un sur le blog qui me l'a suggéré. Mais enfin, en tous les cas, voilà, après un intense brainstorming, j'ai appelé ça conventionnaire. Mais promis, c'est le seul mot que j'invente de tout le livre. Voilà, j'essaye quand même d'écrire pour être lu et par des gens normaux, quoi, je veux dire. Donc j'essaye d'inventer le moins de mots possible et voilà. Et puis l'autre, j'ai appelé ça résolutif et non résolutif au sens. Mais c'est même pas. Alors ça, c'est pas moi qui avais trouvé le mot. C'était déjà dans un texte d'anthropologue, Descola et je sais plus qui avait trouvé ça. Au sens, est-ce qu'on cherche à résoudre un conflit ou pas? Voilà. Oui. Ou est-ce que ce qu'on va faire va effectivement le résoudre ou pas? Alors c'est là où qu'on remplisse les autres cases. Non, mais même déjà la première case pour dire que les 2 grandes entités qu'on met dedans, c'est celle que tu as citée, c'est la guerre. Alors pour le coup, on va dire dans son acceptation usuelle. Tu as dit le critère de degré de violence n'était pas un critère qui pouvait servir de définition. Il y en a un autre qui était important d'éliminer pour dire qu'il ne servait pas de critère, c'est celui de dire c'est forcément une entité politique constituée qui mène la guerre. Et alors celui-là, peut-être encore plus que le degré de violence, est vraiment logé profond dans notre cortex. Oui, ça c'est un truc super important. Beaucoup de gens, beaucoup de dictionnaires disent c'est pas compliqué, la guerre c'est quand c'est l'État qui se bat.
Voilà, donc si c'est l'État, c'est la guerre. Si c'est pas l'État, c'est pas la guerre. Donc alors ça c'est pratique. Malheureusement, du coup, est-ce que ça nous avance beaucoup quand vous avez des gens qui n'ont pas d'État et qui se mettent la misère, y compris au point de s'exterminer dans un certain nombre de cas et de dire on le fait pour exterminer les autres, hein, parce que voilà. Ok, on n'a pas le droit de dire guerre. Alors, on appelle ça comment c'est quand même un peu embêtant. Et puis en discutant de ça, au passage, je dis, je ne vais pas donner tous les arguments, mais je me suis rendu compte que l'idée même qu'on puisse définir un phénomène social en disant qui le fait, c'est une idée extrêmement commune et extrêmement fausse. Voilà, et donc dire la guerre ou n'importe quoi d'autre, ou la vendetta ou tout ce que vous voulez, ça se définit par qui le fait. Si vous dites ça, vous avez absolument rien dit. Vous avez fait une pure, enfin comment dire, c'est de la pure terminologie. Ça vous mène nulle part. Voilà. Donc, alors je mets le suspense pour avoir les arguments, mais voilà. En tous les cas, effectivement, l'idée de fond, c'est que la guerre ne se définit pas par qui le fait, État, pas État, politique. La guerre, encore une fois, le but, c'est résolutif parce que le but, c'est d'arriver à la paix. Même si on n'est pas du tout d'accord avec l'autre sur comment on va arriver à la paix, ben c'est bien pour ça qu'on se fait la guerre. Et deux, c'est, comment dire, discrétionnaire, au sens où, moi, quand j'ai envie de faire la guerre, je la fais. Je ne demande pas si l'autre, il est d'accord et quand est-ce qu'on va finir. Il y a un autre type de conflit, c'est à ça que tu voulais en venir, et qui se range dans ces deux catégories-là, ben c'est justement la vendetta. Alors, soit dit en passant, c'est assez amusant de se rendre compte, enfin amusant, ça fait partie des petites surprises qu'on a quand on essaye de comprendre les choses, de se dire finalement, le truc sur lequel on s'est beaucoup focalisé, c'est la différence entre la guerre et la vendetta. Il y a des bouquins entiers qui sont remplis de ça. Tout le reste, on a mis ça dans un grand paquet en disant c'est des combats rituels, etc. Et finalement, une fois qu'on classe les choses, on s'aperçoit que la guerre et la vendetta sont quelque part des cousins assez proches. Et que le reste est très éloigné. Et donc, c'est assez marrant de se dire, bah, finalement, on avait une grosse myopie étatique. On a vu que ce qu'on avait sous notre nez, puis le reste, on n'a pas compris grand-chose. Alors, la vendetta, pour dire en deux mots, donc c'est le principe. Alors, on va donc pas dire que c'est entre familles, entre villages, ça, c'est pas le problème. C'est entre deux groupes d'humains, exactement comme la guerre. Le but, c'est d'arriver à la paix. Les gens qui font la vendetta, ils ont tous les deux dans la tête que s'il y a ce qu'ils veulent, au bout d'un moment, c'est bon, ça finit. Voilà, donc c'est pas comme Tinku, hein, c'est autre chose. Voilà. Et puis, c'est comme la guerre, quand on fait la vendetta, on ne demande pas si l'autre est d'accord. Hein, voilà. Donc ça, c'est les points communs. La grande différence, c'est que dans la guerre, et ça, c'est pas nouveau, Clausewitz, grand théoricien de la guerre, le disait, bah, qu'est-ce qu'on veut ? On veut imposer à l'autre notre volonté. Voilà, c'est ça le principe de la guerre. C'est, je veux un truc, tu ne le veux pas, bah, tu vas le faire quand même, et crac, je te tords le bras avec mes soldats pour... voilà. Qu'est-ce que c'est le principe de la vendetta ? Il faut équilibrer les pertes. Donc le moteur de la vendetta, c'est il faut qu'au bout d'un moment, il y ait le même nombre de tués partout. Et quand il y aura le même nombre de tués partout, là, on peut s'arrêter. Petit problème, la guerre, on veut tous les deux la paix, mais à des conditions différentes. Du coup, il y a la guerre. La vendetta, on est tous les deux d'accord pour équilibrer les comptes, mais on n'est pas d'accord sur les comptes. Et c'est ça qui fait que ça dure. Voilà, donc le principe même de la vendetta, c'est que les deux camps comptent pas pareil, et c'est ça qui fait que le prochain tué, ben moi je pense qu'il ne fait que compenser le dernier, et ça nous remet les comptes à zéro, et l'autre dit, ah oui, pas du tout, ils étaient à zéro, mais là vous venez d'en remettre un, donc nous on a le droit d'en remettre un, etc. Jusqu'au jour éventuel où on se met autour de la table, et puis on finit par régler ça d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais donc la guerre et la vendetta sont en fait des cousins assez proches dans la classification. Et par contre, bah, voilà, on tombe sur des formes après plus exotiques qu'on va sûrement évoquer avant la fin de la soirée ou pas. Oui, ça dépendra aussi. On laissera aussi pas mal de temps pour les questions peut-être. Mais c'est vrai que on va peut-être citer quand même une ou deux personnes que toi-même tu cites beaucoup et qui ont été importantes dans ces travaux de classification. Et le premier, justement, qui résonne en termes de comment se termine
un conflit, c'est Bruno Boulestin. Alors, Boulestin, c'est donc un collègue qui est rattaché à l'Université de Bordeaux, avec qui j'avais pas mal échangé. Et c'est lui qui a fait un article il y a quelques années, en même temps d'ailleurs que je bossais sur la guerre aborigène. On faisait des parties de ping-pong, soit par écrit, soit au téléphone, ça brainstormait pas mal. Et c'est vraiment lui qui a trouvé cette différence entre la guerre et la vendetta, en disant oubliez qui le fait, c'est pas la question. La guerre se définit par le fait qu'on cherche à imposer sa volonté à l'adversaire. La vendetta se définit par le fait qu'on cherche à équilibrer les comptes. Et quand vous avez cette clé-là, clac, 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 ça ouvre toutes les portes, ça marche partout. Alors évidemment, après, c'est comme toujours, je ne l'ai pas dit, j'ai fait des cases. C'est comme dans tous les phénomènes sociaux et même naturels, il y a des trucs entre les cases. Il y a des machins qui glissent, il y a des trucs intermédiaires, il y a des trucs qu'on ne sait pas très bien ranger. C'est pas une raison pour pas avoir des cases bien propres. Donc évidemment, il y a des vendettas qui se transforment en guerre. Le coup classique, c'est au début, tu m'en as tué un, je t'en tue un. Œil pour œil, dent pour dent. C'est le principe de la loi du talion. Tu m'en as tué un, je t'en tue un. Tu m'en as tué un. Puis au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Les bouloum, là, ils commencent à... Voilà, on va leur mettre une bonne leçon. Et on va leur passer l'envie de recommencer pendant quelques dizaines d'années. Voire, on va les igouiller jusqu'au dernier, et comme ça, on n'aura plus jamais de problème avec eux. Et c'est comme ça qu'une vendetta un pour un peut finir éventuellement en guerre de vengeance. Soit dit en passant, il y a une autre façon pour les vendettas de dégénérer, qui est une façon moins connue, mais tout aussi, j'allais dire drôle, mais évidemment, faut pas rire de ces choses-là, mais c'est on compte plus les points. Un peu comme les mômes qui jouent au foot, qui cherchent à se marquer des buts, puis vous leur dites, vous en êtes à combien ? C'est pas le problème. Il y a des systèmes comme ça de vengeance, où c'est nos ennemis héréditaires. De tout temps, ils se sont vengés de nous. De tout temps, nous nous vengeons d'eux. Nous nous vengerons d'eux aussi. Puis voilà. Et voilà. Et il y a des situations comme ça qui ont été parfaitement décrites en ethnologie. C'est plus de la vendetta au sens où c'est sans fin, par définition. Alors les vendettas, des fois, c'est sans fin. On aimerait bien que ça finisse, puis on n'y arrive pas parce qu'il y a toujours un petit jeune chaud bouillant là pour remettre les couverts et aller se couvrir de gloire en allant tuer un ennemi. Ah, et ça y est, il a remis une pièce dans la machine, voilà. Mais il y a des endroits où on parle même plus de s'arrêter. On ne compte plus les points, on est les ennemis héréditaires qui nous vengeons mutuellement, etc. Et donc ça, typiquement, ce sont des affrontements non résolutifs. C'est la guerre sans fin, c'est typiquement un truc, enfin la guerre, la vengeance sans fin, plus exactement. Pardon pour le lapsus. C'est justement pas de la guerre, puisque le but n'est pas d'arriver un jour à la paix. L'idée, c'est pour l'éternité, nous nous vengerons de nos ennemis qui eux-mêmes se vengent de nous, et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est choses qui ont été observées, par exemple, chez les Indiens du Brésil, un peu connus en littérature, qui sont les Tupinamba. C'est ceux qui ont donné notre topinambour, dont Montaigne parle dans les essais quand ils viennent faire une visite à Rouen, etc., dans le chapitre des cannibales. Et ces gens-là se combattaient, ad vitam aeternam, sans du tout avoir l'idée que ça devait finir un jour. Et avec l'idée que c'était, encore une fois, de la vengeance, pour employer un mot que j'aime pas, ontologique. C'est comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Alors là, c'est ce que je viens de faire, Christophe, c'est de remplir une sous-catégorie d'une troisième case. On en avait parlé de deux, donc ça, c'est la case discrétionnaire, parce qu'on va se venger quand on pense que c'est le bon moment de se venger, et autant qu'on veut. Et c'est non résolutif, parce que, comme ça vient d'être dit, on n'a pas l'idée que, parce qu'on s'est vengé, ça va réellement mettre fin. C'est presque des ennemis de toute éternité. Et de toute façon, la vengeance en elle-même, d'ailleurs, ça aussi, c'est un de nos biais cognitifs de société étatisée. Tu rappelles très justement, mais c'était déjà le cas, évidemment, dans ce que tu décrivais des sociétés aborigènes, c'est que nous, on en a une idée, se venger soi-même, etc., c'est la dernière chose à faire, etc. Alors que dans beaucoup de sociétés, on a pu observer que c'était au contraire un impératif moral.
Il n'est pas question de laisser un tort, réel ou supposé d'ailleurs, impuni. Il faut qu'il y ait une action. Et en général, cette action, en l'absence d'État, elle est à la charge soit de l'individu qui s'associe ou pas avec des membres de son groupe, soit c'est pris en charge par le groupe auquel appartient l'individu. Rencontre avec Jean-Paul Demoule autour de la France éternelle, une enquête archéologique parue à la Fabrique Édition. On peut rechercher l'équilibre. Et là, ça permet d'aller dans la 4e case dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire où on se met d'accord pour atteindre un équilibre. Donc, c'est pas discrétionnaire, c'est conventionnaire et c'est résolutif parce que l'idée est quand même de ne pas envenimer les choses. Et là, on peut avoir beaucoup de graduations et beaucoup de modalités de résolution de la chose, d'ailleurs. Oui, alors là, on rentre dans la... Donc, bon, vous verrez, avec le bouquin, il y a quand même le tableau, il est écrit, hein, donc c'est plus facile de se mettre les têtes. On pourrait... mais l'idée, donc, c'est de se dire, on va s'affronter en étant d'accord avant sur les modalités. Hein, donc voilà. Et l'idée, c'est de rétablir la paix. Donc ça, c'est vraiment la catégorie ce qu'on pourrait appeler des espèces de duels collectifs. Hein, c'est une forme judiciaire, en fait, vachement fréquente dans les sociétés sans État, que nous, on a totalement perdu. Nous, on a connu, je dis on a connu, pas personnellement, hein, mais... Toi peut-être, mais on a connu les duels individuels, mais qui étaient déjà des duels individuels cornaqués par des sociétés étatiques. C'est-à-dire que même le duel germanique des Mérovingiens, c'est pour apporter la preuve de qui a raison, et c'est quand même le roi ou son autorité qui décide de la sanction au bout. Enfin, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Mais dans les sociétés non étatiques, alors ça, par exemple, avec l'Australie, je l'avais largement vu, mais ça se voit ailleurs, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de formes où on va se taper dessus. Entre groupes, alors généralement tout le groupe, mais il y a aussi des systèmes où on a des délégués, des champions, hein, j'ai vu, pas plus tard qu'hier, un épisode de Game of Thrones, comme ça, où les mecs règlent leur compte par champion interposé. Mais là, c'est individuel. Mais voilà, on peut imaginer que dans les cas collectifs, il y a des trucs connus. David contre Goliath, rien à voir avec l'actualité, hein, évidemment. Hein. David contre Goliath, c'est en fait les Juifs contre les Philistins. Hein, et on règle ça avec un duel de champions. Alors, dans ces duels collectifs, il y a des trucs étonnants. Bon, d'abord, il y a une grande variété de règles différentes, donc j'en cite quelques-unes. Des fois, on se tape tous ensemble, des fois, on se tape les uns après les autres. Façon match de baseball, vous voyez, vous éliminez les autres les uns après les autres, puis quand l'autre il est trop esquinté, on change. Et voilà, il faut arriver à tenir plus de coups que l'adversaire pour le relais. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de trucs. Les Yanomami, en Amazonie, ils font ça. Il y a, avec le plat de la main, avec le coin d'une machette. Enfin, il y a tout un degré, vous voyez, il y a le degré 1, le degré 2, jusqu'au moment où ça commence à chauffer pour de bon. Enfin, bon, voilà. Mais alors, ce qui est amusant dans cette affaire-là, enfin, amusant, surprenant, vraiment, pour moi, ça a été surprenant. Nous, un duel, on s'attend à ce que le principe, c'est celui qui gagne, quoi. Enfin, voilà, le but, c'est de gagner. Donc, typiquement, vous faites un duel et le vainqueur remporte le panier garni, etc. Donc, je sais pas, il y a des femmes qui ont été volées. On fait un duel. Le but du duel, c'est de savoir si le voleur garde les femmes ou si l'autre retrouve les femmes. Enfin, vous voyez, bon. Eh ben, pas du tout. Enfin, pas du tout. Extrêmement rarement. La plupart du temps, il y a un proverbe qui m'a bien plu, un proverbe amazonien. Ce qui est volé est volé. Voilà. Donc, on revient pas dessus. Et quand vous faites le duel, c'est pas du tout pour savoir qui avait raison, qui avait tort, qui va récupérer quoi, etc. C'est juste, vous êtes en colère, l'un contre l'autre. On va se mettre une bonne marave, et une fois qu'on aura fait ça dans les règles, on devient copains. Et les gens le disent. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs... Ils le montrent en Australie, après un duel collectif comme ça, les gens prennent soin les uns des autres. Enfin, je veux dire, chaque groupe prend soin des blessés de l'adversaire, et on fait une bonne bringue, et on danse, et on chante toute la soirée pour montrer qu'on est redevenus amis. En Amazonie, j'ai des témoignages même directs d'Indiens qui disent faisons couler notre sang, etc. Et comme ça, on redeviendra amis. Les gens le disent exactement comme ça. Donc voilà, première grande catégorie de façon d'arriver à la paix,
c'est en fait pas du tout la victoire, c'est le défoulement. C'est faisons-nous du mal, et une fois qu'on se sera fait du mal, ben, on sera à nouveau potes. Voilà. Et il y a une deuxième façon, alors il y en a d'autres, hein, mais enfin, deuxième façon très surprenante, alors ça c'est très néo-guinéen, c'est le même système que la vendetta, sauf que là on est d'accord avant. Alors attention, ça pique un peu. L'idée c'est de dire on va arriver à équilibrer les pertes, mais on le fait au travers d'une espèce de duel. Alors ça va prendre du temps, hein, c'est des trucs, c'est sur des semaines et des mois. Et c'est en fait les guerres bizarres, une bonne partie des guerres bizarres néo-guinéennes. Les gens partent en baston avec la tribu ou le morceau de tribu d'à côté, en sachant par avance qu'à en gros à 10 morts partout, on arrête. Voilà. Et donc c'est parti. Quand il y a déclaration en bonne et due forme, etc., ça va durer. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce film ethnographique extraordinaire qui a été tourné au début des années 60, s'appelle Dead Birds, qui est un docu. On peut le choper sur YouTube. Hein, enfin, voilà. C'est une expédition d'occidentaux dans ce coin-là. Il y a eu bouquins, le truc ethnographique et tout ce que vous voulez. Il y a même un récit. Enfin, ils ont fait plein de choses autour de ça. Et un film qui raconte un de ces épisodes-là. Et on voit pendant des semaines comment ils se tuent, tantôt l'un, tantôt l'autre. Alors, il y a des journées entières où on se tue personne, vous voyez. Donc, les Blancs, au début, ils ont dit, bon, c'est pour de rire, en fait. Enfin, je veux dire, c'est de la gnognotte, quoi. C'est du simulacre. Bon, quand même, on finit quand il y a 10 morts de chaque côté. Hein. C'est quand même pas complètement rien. Et très accessoirement, les mêmes gens, donc le gars qui avait fait l'ethnographie en disant, bon, bah, ils font des guerres... Pour des vraies guerres, quoi. C'est des trucs... Bon, de temps en temps, ils en tuent un, mais enfin, bon, voilà. Il rentre chez lui, puis il revient 1 an après au même endroit, et là, il apprend que 2 mois auparavant, il y a eu un raid sur un village, 125 morts au petit matin, d'un coup. Voilà. Et donc, les gars disent, ah oui, donc en fait, ils font aussi d'autres trucs. Ils font pas que cette que ces pseudo-duels, enfin, que ces duels, etc. C'est là aussi où on voit toute la complexité du truc, et souvent, on a dit, bah voilà, les sociétés non étatiques, en fait, ils sont pas bien méchants. Hein. Ils font des duels, je dirais pas pour rire, mais enfin bon voilà, ils en tuent 2 ou 3 et puis c'est bon. Puis en fait, ils font pas la vraie guerre. Erreur, ils font les deux. Voilà. Et des vraies guerres, des fois d'extermination. Enfin vraiment, il y a l'idée que quand on y va, quand c'est des guerres de vengeance, en général, vous y allez pour de bon, parce qu'il y a l'idée que si vous en laissez vivant, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous allez vous retrouver avec le problème sur les bretelles. Donc si vous y allez vraiment, vous y allez vraiment jusqu'au bout et vous y gouillez jusqu'au dernier nourrisson. Quoi, hein, ça, voilà. Donc bah voilà. Oui, tu cites un auteur d'ailleurs qui, pas sur ce dernier appel, mais sur l'aspect que les entre guillemets types de guerre vont souvent ensemble. C'est très rare qu'il y ait un cas qui n'ait que des formes à faible létalité. Ah bah c'est même pas très rare. Alors c'est un expert de la Nouvelle-Guinée, hein, c'est un ethnologue, et qui dit il n'existe pas de tribu où on ne fait que du duel, comment dire. J'allais dire aimable, c'est moucheté. Pas le mot, mais enfin voilà, un fleuret moucheté. Je sais pas, ils n'ont pas de fleuret, hein, donc ça serait, je sais pas comment, à quoi il faudrait dire ça, à lance moucheté ou toutes les sociétés qui font ces formes comme conventionnaires font aussi en réalité du discrétionnaire, sauf que ça se voit moins, parce que les ethnologues, évidemment, quand il y a une bataille conventionnaire, ils peuvent être là avec leur carnet de notes, voir leur caméra, etc. En Australie, je l'avais déjà eu, ça. Hein. Les gens qui vous disaient oh, bah, les Australiens... C'était un peu le spectacle pour les Blancs. Hein. Ils apprenaient que les Australiens avaient un compte à régler. On y allait le dimanche, on observait les dizaines, voire les centaines de gens qui se tapaient dessus, etc. etc. Et puis en fait, les informateurs les mieux renseignés apprenaient qu'à côté de ça, il y avait des raids au petit matin, etc., où on zigouillait tout le monde et, voilà, et où ça rigolait beaucoup moins. Enfin, même si, encore une fois, le niveau de violence de ces duels collectifs est, à nos yeux, à nous, extrêmement élevé. Enfin, je veux dire, quand je dis ça rigole, c'est vraiment une façon de parler. Nous, vous voyez, enfin, je sais pas comment dire, une bagarre de rue où il y a des blessés graves, on trouve ça très problématique. On a raison, hein, c'est pas la question. Hein, voilà, on trouve ça très problématique. Dans un duel comme ça, vous laissez 2-3 morts sur le carreau, c'est la vie, quoi. Ça fait partie du jeu. De ce point de vue-là, nos critères ont beaucoup changé. Hein, Alors,
Ça y est, trop tard. Non, mais pour pouvoir basculer sur autre chose, et pour, entre guillemets, en finir très rapidement avec cet aspect classification, mais en mettant un peu un pied sur les grands chapitres transversaux ensuite, hein, qui sont sur les origines, les ressources et les formes de prédation, on va dire. Ce que tu disais sur le fait que dans les formes de règlement par réseau, où il y a et convention et résolution d'un litige ou d'un conflit, on ne récupère pas forcément les biens volés, etc. Et là aussi, c'est quelque chose qui pourrait nous paraître très contre-intuitif, mais tu signales que très souvent, la question des ressources n'est pas centrale dans les conflits, hormis certaines modalités particulières. Alors, il peut y avoir les choses très contemporaines, des guerres de nos guerres contemporaines, ou alors une autre catégorie qu'on ne va pas forcément développer là, mais qui elle-même d'ailleurs peut être assez limitée, qui n'est pas qui est discrétionnaire, mais qui est régie par quand même quelques codes, on serait presque tenté de dire de bonne conduite. C'est la razzia, qui là a spécifiquement pour but d'aller ponctionner des ressources. Mais que sinon, c'est pas quand même l'aspect absolument déterminant. Et en tout cas, ça ne peut pas être l'explication unique, mais tu l'as dit tout à l'heure, au conflit armé, quoi. Oui, alors ça, c'est encore une fois, j'avais déjà mis le doigt dessus. Enfin, je n'étais pas tout à fait le premier. Hein. Enfin, faut pas, je ne m'attribue pas une découverte extraordinaire, mais c'est des trucs, comment dire, qui ont déjà été remarqués, mais qui font pas partie de notre paysage intellectuel. Et quand je dis notre, y compris les collègues, alors ethnologues, il y en a pas beaucoup qui travaillent sur ces questions, mais les collègues préhistoriens, voilà, ils ont tendance spontanément. Vous retrouvez un charnier avec des gens qui se sont tapés sur la figure, il y a 5 000, 10 000, 20 000 ans, etc. Vous dites, il y a eu un conflit sur les ressources. En général, c'est ça comment dire, voilà. Et après la grande discussion, peut-être certains d'entre vous le savent, grande discussion, c'est en gros, est-ce qu'on fait la guerre depuis toujours ou est-ce qu'on l'a fait depuis peu, à l'échelle de la préhistoire, peu, hein, quelques milliers d'années. Donc vous avez des gens qui disent en gros, depuis qu'on est des animaux et depuis notre ancêtre commun avec le chimpanzé, etc., les gens se tapent pour les ressources et les groupes se tapent pour les ressources. C'est la lutte pour la vie, hein, c'est Darwin, la compétition, etc. Donc finalement rien de bien surprenant. Et puis d'autres qui disent, en fait non, parce que quand vous êtes chasseur-cueilleur, les ressources sont tellement dispersées et tellement maigres que ça vaut pas tellement le coup ni de les attaquer, ni de les défendre. Et finalement, c'est qu'au moment où les gens commencent à se poser sérieusement et à accumuler sérieusement des biens au même endroit, que ça va commencer à valoir le coup de risquer sa peau pour les défendre. Donc il y a une divergence, mais il y a un point commun, c'est l'idée que si on se bat, ça va être pour des ressources. Voilà. Donc la différence, c'est est-ce que ça vaut le coup de tout temps ou est-ce que ça vaut pas le coup de tout temps ? Eh bien, quand on regarde... Alors, petite réflexion de méthodo au passage, évidemment, la question ne peut pas être tranchée par les préhistoriens. Enfin, je dis ça, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, mais bon, s'il y en a, tant pis, ils savent déjà que je le pense. Mais quand vous retrouvez les traces d'un conflit, impossible de savoir pourquoi les gens se sont tapés dessus. Enfin, je veux dire, ou alors vous avez un coup de bol absolument terrible. En l'absence de traces écrites, aller comprendre les motivations du conflit, c'est extrêmement difficile. Donc, on a l'ethno. Et l'ethno nous dit, non seulement, alors c'est même, j'allais dire pire, c'est encore plus surprenant que ce qu'on croit. Non seulement l'ethnologie nous dit que dans les sociétés où il n'y a pas de richesse, donc typiquement les aborigènes australiens, les Inuits, j'exclus ceux de l'Alaska, les Indiens de la Terre de Feu, etc. Les Andamanais, etc. Les gens se tapent, parfois très violemment, et donc parfois au point même de s'exterminer d'un groupe à l'autre. Ils ne le font quasiment jamais pour des ressources. Et il y a même bien souvent des interdits explicites sur, par exemple, la conquête territoriale.
C'est-à-dire que les gens vous disent annexer le territoire d'un autre groupe, non mais ça va pas la tête. Alors après, les justifications varient. Des fois, c'est de toute façon mes ancêtres, machin, mes lieux de culte, ils sont sur mon territoire. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre dans un endroit où j'ai pas mes ancêtres, mes lieux de culte, etc. Il y en a qui disent de toute façon sur le territoire des ennemis. Il y a les ennemis morts et leurs esprits qui rôdent et qui cherchent qu'une chose, c'est à se venger. Donc, une fois qu'on les a zigouillés, le seul truc qu'il faut faire de rationnel, c'est de se carapater en vitesse pour rentrer chez nous, où là, au moins, les esprits des ennemis ne nous ratatineront pas, etc., etc. Bref, d'une manière ou d'une autre, l'idée de la conquête territoriale est un truc manifestement extrêmement rare. Alors après, ça a dû bien arriver quand même, parce que les gens se sont bien poussés, tirés violemment des fois les uns les autres, mais vous voyez, c'est très minoritaire. Alors ça, et d'une, on ne se pille pas, et même le truc qu'on entend parfois, qui n'est pas complètement stupide, c'est se piquer du monde. En fait, c'est se piquer des femmes, hein, dans des sociétés sans richesse. Il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, même ça... Ouais, un peu dans les données, il y a le côté, c'est un sous-produit éventuel de trucs qu'on fait pour autre chose. Donc, on y va pour autre chose. Et éventuellement, il y a des gars qui en disent « Ah bah tiens, ça tombe bien, hop, voilà ». Mais alors, avec des fois des conflits, alors je suis désolé, ça va être un peu gore, mais il y en a un qui dit « Bah tiens, voilà une femme, je vais la ramener chez moi ». Et l'autre qui dit « Non, non, elle va nous ralentir ». Et crac, voilà. Et on voit bien que ce n'est pas le but de la manœuvre. Enfin, en tous les cas, le but collectif de la manœuvre. Et là où c'est encore plus étonnant, c'est que même dans les sociétés où la richesse commence à compter, et donc dans des sociétés où il commence à y avoir des pauvres, des riches, où on commence à accumuler des biens matériels parce que ça permet de payer pour se marier, parce que ça permet d'éteindre une vendetta, etc., on continue à se faire les conflits les plus graves, les guerres, continuent à ne pas être noués autour de l'acquisition de richesses. Et on a l'impression qu'il a fallu pas mal de temps. Enfin, moi, avec les données que j'ai collectées, après, à discuter par les collègues éventuellement qui contesteront ça, mais on a l'impression que l'humanité, une fois qu'elle a acquis la richesse, il a fallu pas mal de temps avant qu'elle se décide à se dire l'emploi de la force pour l'acquérir va être une bonne chose et une bonne idée, et on va se mettre à le faire. Et donc, j'ai des sociétés où il y a déjà des riches, des pauvres, de la différenciation, mais où on continue à se battre pour des motifs qui ne sont pas liés à l'acquisition de ressources et au pillage ou à la chasse aux hommes ou à des choses comme ça. Et alors, puisque je tiens le crachoir, je le tiens, non seulement c'est ça qui est assez encore plus surprenant, non seulement on se bat pas très volontiers pour acquérir de ressources réelles, mais il y a des tas de coins où par contre on met de l'énergie à acquérir des ressources qui n'existent pas. Donc ça c'est assez amusant. Et la ressource qui n'existe pas par essence, c'est ce qu'on a appelé la chasse aux têtes. Alors qui est la chasse aux têtes ou éventuellement autre chose, mais enfin on va dire chasse aux têtes parce que ça fait image. J'en profite pour dire, la chasse aux têtes et le cannibalisme, c'est vraiment les deux trucs qui définissent le sauvage, quoi. Enfin, je veux dire, dans l'imaginaire collectif, c'est quoi les affreux? C'est des gens, ils bouffent les autres et ils coupent des têtes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Bon. Le cannibalisme, il y a un collègue qui en a fait vraiment une étude mondiale, etc., etc. La chasse aux têtes, à ma connaissance, il n'existe aucun livre d'aucun ethnologue d'aucun pays qui a eu pour sujet la chasse aux têtes. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître. Voilà. Bon. Ça a été un de tes points d'entrée après Justice et Guerre. Je me rappelle que tu me disais, je suis parti sur quelque chose. Pourquoi je tiens un truc. Et je vois que c'est resté en sous-titre du chapitre. Pourquoi se prendre la tête? Oui, pourquoi se prendre la tête? Il y en a quelques-unes comme ça que j'ai réussi. La seule, j'ai vraiment un regret, j'ai pas réussi à replacer sur le cannibalisme, c'était le goût des autres. Mais voilà, donc c'est. Je sais, c'est mon grand regret. Voilà. Donc sur la chasse aux têtes, oui, il y a ce truc donc qui fait que ça n'a jamais vraiment été étudié. Alors moi, je donne une esquisse. C'est un chapitre. Hein, il y a tout un chapitre quand même. Ouais. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de trouver le point commun dans cette pratique. Alors, juste pour préciser, hein, par chasse aux têtes, on entend vraiment l'idée de gens qui vont aller se mettre en expédition pour ramener des têtes. C'est-à-dire que c'est pas on va mettre la marave aux autres et
Ensuite, on ramène des têtes pour montrer qu'on a été des grands guerriers, que ceci, que cela, pour les mettre sur les pics, comme vous voyez, ça se faisait chez les Gaulois. Il n'y a pas si longtemps à Bibrac, il y avait une reconstitution comme ça. Entrez chez moi, vous voyez, comme le mec qui fait les safaris, vous rentrez chez lui, il y a une peau d'ours, un lion, un tigre, un machin. Bah, dans plein de peuples pré-étatiques, et même encore un peu étatique. Enfin voilà, à l'entrée des maisons, il y avait 3-4 têtes d'ennemis plantées sur des pics, histoire de montrer qu'on n'était pas des rigolos, quoi. Enfin voilà, c'est. Bah oui, mais c'est ce que disait Eric tout à l'heure. Hein. Nous, on vit dans un monde policé, hein, dans les deux sens du terme, avec les avantages et les inconvénients. Mais comment dire, dans un monde où il n'y a pas d'État, faut montrer que vous êtes fort, hein. Vous n'avez pas le choix. Sinon, l'autre, enfin, les autres, pas forcément juste vos voisins, mais un peu plus loin, bah, ils profitent de vous, ils vous ratatinent. Hein, voilà. Donc, le coup de mettre des têtes coupées comme ça à l'entrée du village ou à l'entrée de la maison, c'est un truc extrêmement banal. Donc, la chasse aux têtes, c'est autre chose. Hein. On y va pour ramener des têtes. Et ces têtes-là, ensuite, elles vont être... on va faire des rites autour, on va faire des formules magiques et des machins et des trucs, etc. Et ça va nous amener des bienfaits. Alors les bienfaits, je vous fais une liste non limitative. Ça fait pousser le riz dans les rizières, ça éloigne les maladies, ça permet aux enfants de grandir, ça rend les femmes fertiles, ça donne des noms aux enfants, etc. etc. Alors, avec quelques anecdotes amusantes là-dessus, il y a des endroits, les mecs, il faut absolument qu'ils ramènent le nom de la tête, parce que c'est avec ça qu'ils vont donner le nom à l'enfant à qui la tête sera offerte, à l'adolescent. Problème, vous allez chasser les têtes chez des gens que vous ne connaissez pas et qui ne parlent pas votre langue. Bah, rigolez pas, c'est un vrai souci. C'est un vrai problème. Alors, il y a plusieurs techniques. Hein. Soit vous postez à l'avant du village comme ça pendant 15 jours, 3 semaines, et vous essayez d'écouter comment les mecs ils s'appellent. Donc, Robert, ok, etc. Voilà, et, quand vous coupez les têtes. Soit, au moment où vous coupez la tête du mec, ou de la dame d'ailleurs, vous lui demandez comment il s'appelle. Alors évidemment, ils ne parlent pas votre langue, hein. Donc il y a des chances qu'ils vous répondent gros bâtard ou je sais pas quoi dans sa langue, etc. Et vous notez que le nom du gars c'est gros bâtard et c'est comme ça que vous appelez votre adolescent ensuite. Mais c'est pas grave parce que dans le mythe qu'a expliqué, ils ont dit ils parlent pas la langue, mais c'est pas grave, vous récupérez les noms, c'est ça qui compte. Voilà. Je pense qu'il y en a un certain nombre, ils se sont appelés comme ça, voilà. Vous riez beaucoup des mœurs des autres, c'est pas bien. Hein, Bon. Alors, ça marche aussi dans l'autre sens, hein, juste pour faire rire à bon compte. Un missionnaire protestant devant son assemblée de papous en train de les évangéliser leur explique qu'il a 7 frères et sœurs. Donc le papou lève le doigt et dit oh, ton père, ça doit être un super chasseur de têtes. Et là, le missionnaire, hyper content du compliment. Bah oui, dans l'esprit du papou, quand vous avez 8 enfants, il faut que vous coupiez 8 têtes pour avoir des noms pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Bon. Alors, tout ça nous éloigne un peu, mais en tous les cas, oui, mais c'est rigolo quand même. Oui, hein, oui. Bon. En tous les cas, il y a l'idée que voilà, cette chasse aux têtes. Donc c'est vraiment une chasse, exactement comme vous pouvez faire de la chasse aux esclaves ou de la chasse aux biens, la razzia, tout ça c'est un peu la même grande catégorie, mais que du coup, vous avez des gens qui se préoccupent beaucoup d'acquérir des ressources qui sont évidemment des ressources parfaitement imaginaires. Alors, j'ai essayé de donner une petite explication de comment il peut venir à l'esprit des gens que couper une tête, faire les invocations qui vont bien, etc., ça va faire pousser du riz. J'ai esquissé le début du commencement parce que bon, spontanément j'y crois pas trop que ça marche en vrai, voilà, donc comment les gens en sont venus à penser ça, mais en tous les cas c'est assez étonnant de se dire que dans un certain nombre de circonstances, alors il y a un exemple qui est super connu de ce point de vue-là, c'est les Jivaros, donc qui sont peut-être les chasseurs de têtes les plus connus. Bien que ce n'était pas forcément les plus endurcis, la chasse aux têtes, c'est surtout en Asie, en fait, en Asie du Sud-Est, à partir de la Birmanie jusqu'à Bornéo, en Indonésie, par là. Les Australiens ne chassent pas les têtes, par exemple. Voilà. Donc les Jivaros, c'est un peu un cas d'espèce en Amazonie, mais eux, ce qu'ils avaient, c'est qu'une fois, donc vous savez tous, enfin,
beaucoup d'entre vous savent que les têtes, il les réduisait, hein, ça faisait partie du jeu. Mais surtout, le truc, c'est que une fois que la tête, on avait fait les incantations, les machins, les rites, etc., on considérait qu'elle était vide, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, comme une pile usagée, quoi. Je veux dire, elle avait rempli son office, et donc on s'en foutait de la garder. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'ethnologues qui ont pu les acheter pour des sommes modiques, où le Givaro disait ils sont cons les blancs, ils achètent un truc qui ne sert plus à rien, mais enfin vas-y, si tu veux me filer $20 pour ça, il n'y a aucun problème. Les blancs étaient très contents en disant ah super, on a un truc folklorique, etc. Et c'est pour ça que des têtes Givaro, il y en a plein les musées, alors que les têtes de la chasse aux têtes en Asie, c'était un peu plus compliqué parce que les gens ils les gardaient, quoi. Enfin voilà, ils n'avaient pas envie de les vendre. Voilà. Fin de l'anecdote. Bon, alors on va se garder un peu de temps pour les questions. Donc ça, c'est un chapitre, ça fait quand même partie, oui, des chapitres aussi les plus originaux sur lesquels, du moins, que tu apportes dans ce livre. Alors pour pas faire croire qu'on est dans une forme d'anthropologie exotique, je citerai juste un petit cas d'étude qui est surprenant parce que tu amènes toujours des choses assez surprenantes comme ça. Et tu disais la porosité de la classification. Donc vous imaginez les 4 cases, hein, discrétionnaire, conventionnaire, résolutif, non résolutif. Et il y a une pratique qui pourrait bien être, qui des fois est dans une case, dans l'autre, dans les 4 cases, là, qui pourrait grenouiller à l'intersection des 4 cases. Et c'est pas du tout exotique, c'est le tournoi médiéval. Surtout d'avant le 12e, on va dire, et puis même, tu cites des cas du conflit, comme le conflit des 30, du moins la guerre des 30, etc., un peu plus tardive, donc pour dire que c'est pas forcément juste chez les coupeurs de tête qu'on a des problèmes méthodologiques et qu'on découvre des choses. Je range même le sport contemporain. Et il y a même des questions sur le sport, oui. Contemporain ou des formes primitives du sport. Le sport moins contemporain, mais il y a quand même 2-3 pages sur le sport contemporain alors qui est un peu à l'extrême limite de la classification, puisqu'on se fait plus trop mal, hein, on n'a plus le droit, il y a l'État, etc. Mais enfin, pour montrer comment c'est une forme finalement. En fait, non résolutive. Oui, c'est finalement l'autre seule forme d'affrontement collectif que l'État tolère. Et il fait plus que le tolérer, hein. Du coup, il l'encourage à mort, et voilà, et pour des raisons que j'essaye de rappeler. Mais finalement, nous, on est dans un univers de baston très appauvri, où en gros, il y a la guerre, et le sport, on n'a pas le droit de se faire mal. Voilà, ou presque. Normalement, pas trop. Voilà. Même au rugby. Merci Christophe. Oui, dans les yeux comme ça, on évite les cravates non plus. Et donc, désolé, je pensais qu'on serait un poil plus court pour laisser plus de temps dans la salle. Donc, vous n'hésitez pas à vous signaler et je vous amène le micro pour poser des questions à Christophe et à tous les aspects qu'on n'a pas couverts. C'est parti vers le fond. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis en train de lire un livre de Alain Bauer que vous devez un livre de Alain Bauer que vous devez connaître, dont c'est Au commencement était la guerre. Enfin, de sa thèse, c'est de dire que la paix est une parenthèse entre les guerres. Bon, c'est sa thèse. Hein. Après, peut-être un peu être discutable. Bon, de toute façon, vous, les intellectuels, vous avez votre couloir et chacun apporte sa contribution. Il ne faut pas généraliser, il n'y en a pas que des mauvais. Il ne faut pas généraliser. Mais ensuite, donc, il y a Bertrand Badi donc, qui sera invité ici pour Ombre Blanche, qui a écrit un livre, ça s'appelle L'art de la paix. Donc voilà. Donc, après, il y a René Girard qui a écrit son livre La violence du sacré. Donc, est-ce que vous, tous ces livres, vous les avez lus, évidemment? Et est-ce que ça vous... Au risque de vous décevoir, je ne les ai absolument pas lus. Voilà. Donc, mais voilà. Ce qui va me faciliter la réponse. Mais voilà, c'est tout. C'est des simples remarques pour m'éclairer en tant que lecteur. Voilà. Donc je suis désolé, je n'en pense à rien. Voilà, bon, alors deuxième intervention. Merci. Bonjour. J'avais
beaucoup parlé de la guerre chez les Indiens au Brésil. Je me suis rappelé d'un livre écrit par l'anthropologue Pierre Clastres. Il y a, je crois, une cinquantaine d'années déjà. Parce que je me rappelle, il élabore une théorie sur la guerre chez les Indiens au Brésil, où il établit la notion qu'ils mènent la guerre entre eux pour empêcher l'avenir de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Merci. Je suis pas hyper convaincu de ça. Je pense que Clastres a le grand mérite d'avoir un peu écorné l'image du bon sauvage qui traînait à cette époque-là et où il fallait absolument justement que les gens avant l'État, ils étaient gentils et voilà. Bon, donc, alors, il a une thèse un peu provocatrice. Alors, moi, je discute pas tellement de cet aspect-là de sa thèse qui me convainc pas vraiment. Parce que ça marche des fois dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous expliquer qu'au contraire, la marche à l'État est très liée à la guerre. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où finalement, c'est quoi les États naissants? C'est des chefs qui, à force de taper sur les autres, sont devenus riches et puissants et on dit c'est moi le chef. Donc l'idée que la guerre, c'est ça qui empêche l'État, je la trouve... voilà. Par contre, il y a un autre aspect sur lequel je discute avec Clastres. Donc, pour tout dire, hein, puisqu'on se dit tout et qu'on est franc, voilà, Clastres est très violemment anti-marxiste. Je suis marxiste. Il attaque le marxisme sur, à mon avis, une bêtise, effectivement, que le marxisme avait dit. À savoir, en gros, si les gens se font la guerre dans les sociétés primitives, c'est parce qu'ils manquent de tout. Et du coup, ils se font la guerre pour s'approprier les ressources. Voilà. Et donc, je pense que Clastres a raison de reprocher ça au marxisme, enfin, à une version du marxisme, tout en pensant que la solution qu'il donne n'est pas la bonne. Voilà. Donc, j'en discute un peu, mais voilà. Mais sur cette idée que la guerre, c'est fait ou que ça a pour... Alors, c'est pas très clair chez Clastres, d'ailleurs. Est-ce que les gens font la guerre pour empêcher l'avènement de l'État? Il y a un peu ça. Ou est-ce que les gens font la guerre et ça empêche l'avènement de l'État sans forcément que les gens le veuillent? C'est quelque part entre les deux, et Clastres a une plume, comment dire, assez fleurie. C'est pas toujours facile de savoir exactement où il veut en venir. Je suis pas convaincu ni par une thèse ni par l'autre. Voilà. Mais, c'est une réponse en deux mots, mais... Là, par contre, j'avais lu le livre, hein, du coup. Vous l'aurez noté. Et il est évoqué dans le bouquin. Hein. Du coup, je vais encore rebondir là-dessus. Sur les origines et les formes de la violence, du coup, vous n'utilisez pas du tout les thèses de René Girard? Je sais pas que je les utilise plus, c'est que c'est un auteur que je n'ai jamais lu. Voilà, donc comment dire? Quand vous faites du boulot comme ça, vous êtes confronté à une masse de littérature absolument considérable. Donc vous êtes obligé de faire des choix. Ce que j'ai lu de Girard, enfin ce que j'ai lu à propos de Girard, ne m'a jamais donné l'idée que ça serait que je pourrais en faire mon miel. Alors, je suis peut-être passé à côté d'un grand auteur et voilà, enfin ça c'est possible. Je me suis beaucoup enquillé de littérature anthropologique, hein, enfin donc des témoignages ethnos, de l'histoire aussi, des choses comme ça. Un peu moins des théoriciens, et quand c'était des théoriciens, c'était plus des anthropologues, voilà. Donc j'avoue, je n'ai pas lu René Girard et je n'en fais rien parce que je ne l'ai pas lu, voilà. Merci. Oui, bonjour. J'avais une question, enfin c'est peut-être naïf, hein. Je me demandais si c'est souvent les meilleurs, hein, si toutes les sociétés faisaient la guerre, enfin si... c'est général ou si... Eh ben, c'est une excellente question. Alors, qui s'éclate en plusieurs sous-questions. C'est est-ce que toutes les sociétés ont des formes de combat collectif? Et au sein de cette question plus générale, est-ce que toutes les sociétés ont la guerre comme forme de combat collectif? Et justement, l'intérêt de faire une classification un peu plus fine, c'est de pouvoir en discuter. Voilà. Alors, est-ce que toutes les sociétés ont des formes de combat collectif? J'aurais tendance à dire que oui, sauf exception. Les exceptions étant des sociétés qui sont, à mon avis, moins pacifiques que pacifiées. Alors, ça a été souvent, je pense, un gros biais dans l'étude des chasseurs-cueilleurs
après la Seconde Guerre mondiale, on allait prendre, alors typiquement, ce qu'on appelait les Bushmen, qu'on appelle plutôt maintenant les San, hein, dans le Kalahari. Les dieux sont tombés sur la tête, hein, pour ceux qui, pour les cheveux gris qui sont dans ou les plus de cheveux, ça arrive aussi. Et on disait, bah voilà, ces gens-là, regardez, ils font pas ni guerre ni rien qui ressemble, etc. Ils sont gentils. Il y a même un bouquin qui est sorti sur eux, des gens inoffensifs. Hein, c'était le titre du bouquin. Alors d'abord, ils sont pas si inoffensifs que ça, et d'une, le taux de mortalité chez les San par homicide était supérieur de 3 ou 4 fois à celui du Bronx dans les années 60. Bon, voilà. On oublie que les sociétés étatiques sont quand même globalement des sociétés pas mal pacifiées. Alors évidemment, ça fait bizarre de dire ça à une époque où... ça sent très très mauvais, et où il y a des milliers, si ce n'est des millions de gens qui meurent de la guerre. Mais quand vous raisonnez en proportion de la population, et sur une longue période, globalement, on vit dans une société, relativement, voilà, par rapport à d'autres, pacifiée. Le taux d'homicide en France, depuis des années, doit tourner autour de 2 ou 3 pour 100 000, je crois, un truc comme ça. 1,5, voilà, 1,5. Moi, j'ai des sociétés australiennes où ça a pu être un peu calculé. On est à 330. Et c'est pas de la guerre. Alors, c'est ça le deuxième aspect. C'est que nous, on a toujours tendance à penser que société guerrière, enfin, société qui connaît la guerre égale société violente. Société qui connaît pas la guerre égale société pas violente. C'est logique, puisque nous, notre seule forme de violence, c'est la guerre. Mais dès qu'on va dans le monde non étatique, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, la guerre, il y a des sociétés qui peuvent la connaître, mais n'en faire qu'une tous les 200 ans, ou tous les 50 ans, ou etc. Et puis en faire une qui peut être une grosse, une petite, une moyenne. Enfin, vous voyez comment ça peut être très variable, toutes ces affaires-là. Même dans le monde étatique d'aujourd'hui... entre la Suisse et la Suède d'un côté, et puis, je sais pas moi, le Rwanda ou la RDC de l'autre, les deux connaissent la guerre. Mais bon, voilà. Et dans le monde non étatique, il y a des tas de formes de violence individuelles ou collectives qui peuvent rendre la vie pas très marrante, et en tous les cas, faire que vous êtes un peu en permanence sur vos gardes, bien que ce soit pas de la guerre. Alors, quand même pour finir... les conflits entre groupes, oui, ça fait partie, disons, de l'héritage probablement des humains. Alors, mon bouquin sort dans la collection de Bernard Lahire, qui a fait donc un énorme volume pour expliquer que les contraintes et les structures des sociétés humaines ne sortaient pas de rien, qu'il y avait tout ça, ça pouvait être replacé dans des choses plus générales. Et il y a un chapitre dans son bouquin qui s'appelle « Eux et nous ». Oui, nous aussi, on est une espèce fabriquée, si j'ose dire, pour fonctionner sur la base du eux et du nous. Hein, et on aime bien faire des groupes, et des groupes qui éventuellement vont s'opposer au groupe d'à côté. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on fait des groupes, de 20 personnes pour l'éternité. Justement, la culture, l'évolution des sociétés fait que on a été capable de faire des groupes de plus en plus grands au sein desquels la violence est normalement proscrite. Et prenez les États modernes, vous faites vivre ensemble des dizaines, des centaines de millions de personnes entre lesquelles, normalement, il n'est pas de bon goût de se taper dessus, hein, et de se tuer. Et puis des fois, on fait des affrontements entre groupes plus réduits. Quand le Stade Toulousain reçoit, je sais pas moi, Bordeaux-Bègles, bon, il y a des groupes de supporters, mais voilà, donc on dit vive Toulouse à bas Bordeaux, et encore, même à bas Bordeaux, on le dit pas trop fort, voilà, et mutuellement, et à la fin, on finit au bistrot. Donc on peut fonctionner en groupe sans que ça se passe forcément mal aussi, voilà. Et tout ça, c'est la culture qui va aussi le travailler. Donc on est fait pour fonctionner sous forme de groupe éventuellement hostile. Et jadis, c'était sans doute le fonctionnement le plus fréquent, j'allais pas dire normal, mais en tous les cas le plus fréquent. Et puis ma foi, heureusement, j'allais dire, l'évolution sociale passe par là. Et moi, je suis raisonnablement optimiste sur le long terme. Bon, là, dans l'immédiat, tout de suite, pas forcément hyper comme ça, mais voilà. Pardon, je suis trop bavard. Il reste une question. Oui, je vais essayer de faire court. Je vous écoute depuis... C'est moi qui suis trop long. J'essaie de faire court. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Je ne vous ai jamais lu, mais je vais m'y mettre. Mais en vous écoutant, quand j'entends beaucoup
les sociétés, les gens, ils, les gens, elles, les sociétés. Pardon, ils, les sociétés, les gens. Et j'ai envie, donc, pour faire très court, à vous poser une question. Est-ce qu'elle rentre dans le cadre de votre étude très approfondie sur les questions de la guerre? Quid des femmes? C'est la question, elle est parfaitement légitime. Et d'ailleurs, comment dire, j'avais commencé par là, quelque part il y a 15 ans, quand j'ai rencontré Eric. Voilà. Alors, il y a un truc dans l'espèce humaine, on parlait justement des grands invariants. Il y a un truc très très marquant dans l'espèce humaine, c'est la division sexuée des tâches, du travail, appelons ça comme on veut, et qui fait que la violence, et en particulier la violence armée la plus létale, c'est un truc masculin. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans absolument toutes les sociétés. Il y a des degrés d'exception ou d'arbres qui cachent la forêt ou de poissons volants, enfin je ne sais pas comment il faut appeler ça, quelques sociétés qui ont armé partiellement les femmes, etc. Mais la règle générale, c'est que chez nous, c'est les mâles qui se battent pour tout un tas de raisons, et probablement ce n'est pas les humains qui ont inventé ça, c'est un héritage. Voilà, donc effectivement, les guerres sont des affaires masculines, au niveau des combats, en tous les cas. Ça ne veut pas forcément dire que les femmes ne jouent aucun rôle. Et il y a bien des endroits, alors peut-être, je ne sais pas pour les guerres si on peut le dire, mais enfin, pourquoi pas, mais où les femmes, sont parfaitement dans cette logique de confrontation intergroupe, y compris des endroits, la vengeance par exemple, qui est le truc omniprésent dans les sociétés sans État, justement parce qu'il n'y a pas d'État. Vous avez des témoignages, mais à en pleuvoir partout, de femmes qui disent « Mais c'est quoi ce mec qui est même pas foutu d'aller venger son frère, sa fille, etc., etc. Qui c'est qui m'a fichu un machin pareil? Et si les ennemis viennent pour nous capturer, qui c'est qui va nous défendre? Et voilà, et t'es un bon à rien. Et les femmes qui veulent pas se marier avec un gars qui est pas un bon combattant, etc., etc., etc. Et donc, si vous voulez, comment dire, il y a une division des tâches, il n'y a pas forcément une division du consentement entre, d'un côté, la fraction masculine qui aimerait la castagne et les fractions féminines qui seraient par essence pacifistes. Je dis ça parce que des fois, il y a des clichés qui tournent autour de ça. Voilà. Mais oui, il y a une grosse division sexuée des tâches autour de ça, et les combats, d'une manière générale, sont une chose très masculine. Pas forcément exclusivement masculine, mais très masculine. Après, il y a toujours quelques exceptions locales. Voilà. C'est juste deux questions très, très précises. La première, c'est est-ce que vous auriez un exemple de guerre exterminatrice par les sociétés sans État? Parce que j'en ai plein. Oui, n'importe lequel, c'est juste pour convaincre mes camarades un peu bas du front. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est juste que c'est un cliché récurrent de ce sont les États qui mènent uniquement les guerres exterminatrices. Alors ça, c'est pas compliqué. Le bouquin que j'ai fait sur l'Australie aborigène, j'ai commencé par faire une base de données en allant reprendre tout ce que je trouvais dans la littérature sur des récits de conflits collectifs au sein des sociétés aborigènes. Et donc j'ai fait une liste. J'en suis à 216, je crois, témoignages. J'ai mis ça sur Internet. Il y a une base de données en ligne. On peut la lire avec toutes les sources pour vérifier que je ne raconte pas, tout est le capot ouvert. Et voilà. Donc, il y a une carte, il y a tout ce qu'il faut, il y a le nombre de morts estimé. Voilà. Et j'ai donc en Australie aborigène, sur mes 216 occurrences, j'en ai plus de 50 où il y a eu 10 morts et plus. Donc c'est pas tout, il y a des tas aussi d'endroits où, comme je vous disais tout à l'heure, on se tape dessus, puis dès qu'il y en a un ou deux qui sont esquintés, hop, on fait la fête, etc. Donc tout ça, ça relève de catégories très différentes. Mais oui, j'en ai des dizaines de cas où les gens disent eux-mêmes, alors soit c'est des témoignages, genre ils les ont ratiboisés jusqu'au dernier, il y a des cas où les gars le disent, on y va. Il y a même un cas dont je me souviens où les mecs se battent, je suis désolé, c'est un peu gore, mais parce que les femmes et les enfants se sont barrés dès qu'ils ont vu arriver la troupe. Donc les gars ont exterminé les mecs et ils vont se planquer
En attendant, c'est le principe des bombardements de Dresde ou à Gaza, là, vous attendez que les secours soient en place pour remettre la deuxième couche. Ils vont se planquer dans les forêts, ils attendent que les femmes et les enfants reviennent et ils les exterminent parce que l'idée, c'est il ne faut pas qu'il y ait un jour quelqu'un qui vienne se venger de ce groupe-là. Voilà, c'est noir sur blanc, on a des témoignages donc pour l'Australie aborigène, mais en Alaska, je le cite dans le bouquin, les guerres entre villages, guerre d'extermination. Et les gens le disent, hein, c'est pas... comment dire, l'ethnologue tend son micro, les gens disent bah, c'est comme ça qu'on faisait, quoi. Voilà, donc oui, on en a plein. Et c'est une autre question pareil, un peu juste d'exemple, c'est que vous avez donné un exemple de guerre qui se fait pas pour des ressources, c'est les chasseurs de tête, mais est-ce qu'il y a d'autres motifs que l'ethnologie elle met en mais il y en a, oui. Alors le plus grand des motifs hors ressources, c'est la vengeance. Voilà. Donc c'est la guerre de vengeance. Donc c'est ce que je disais, la différence entre... Alors la vengeance va vous servir à faire plein de trucs variés, plein de modalités variées. La vendetta, c'est on compte les points et le jour où on arrive à être d'accord sur le compte des points, ben on arrête et on devient copain. La vengeance sans fin, c'est les toupinambas, c'est on compte plus les points, etc. La guerre de vengeance, c'est y en a marre des bouloum bouloum, ils commencent à nous gonfler, on y va et on leur met une bonne misère. Donc deux variantes, c'est soit comme ça pendant 20 ans ils y reviendront pas, soit on les extermine jusqu'au dernier et là c'est pas pendant 20 ans, c'est ad vitam aeternam, on est débarrassé d'eux. Et ça, il y a oui. Et la vengeance, c'est le... Ah ben c'est sans raison. Vous êtes marrant de vous. Bien sûr qu'il y a des raisons. Alors la première des raisons de se venger, c'est qu'on vous a fait du tort. Alors, on vous a fait du tort comment? Alors, des fois, on vous a fait du tort, on vous a tué un mec, puis vous en avez tué un autre, puis voilà, et puis au bout d'un moment, vous ne pouvez plus vous saquer et ça monte. Et puis, il y a aussi le fait que dans ces sociétés-là, la mort naturelle n'existe pas. Ça ouvre des perspectives. Donc, ça veut dire que si votre môme s'est fait bouffer par un serpent ou tombé d'un arbre, etc., encore un coup des... rayez les mentions inutiles, avec des processus divinatoires, etc., dont vous pouvez vous demander si on attend le résultat du truc ou si le chaman et le medicine man un peu filou sait par avance que tiens, mais ça vient de par là, etc. Ça, les gens manipulent des choses. Il y a aussi d'autres, j'y pense comme ça, un autre motif en Australie, c'est des accusations de fautes rituelles. Vous avez un des plus gros massacres attestés en Australie. Une tribu a accusé, lors d'une grande cérémonie religieuse, a accusé le chef de l'autre tribu d'avoir merdé dans le protocole de la cérémonie religieuse. Et ils en ont zigouillé 70 d'un coup. Voilà. Alors là, c'est pareil. Est-ce qu'ils l'accusaient en pensant vraiment que le mec avait merdé, etc. Ou est-ce qu'ils avaient un compte à régler et qu'ils ont trouvé une accusation qui allait bien? L'histoire ne nous le dit pas. Mais en tous les cas, oui, la vengeance est un motif, comment dire... c'est le motif. Et alors, après, il y a des niveaux d'explication. Le niveau immédiat, c'est vous vous vengez parce que vous pensez qu'on vous a fait du tort. Voilà. Et que si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous êtes pote, ou relativement pote, qui vous a fait du tort, il y a des moyens d'amortir ça sans que ça dérape de trop. Et typiquement, on va faire des duels collectifs, des choses comme ça, où on va régler nos comptes d'une façon qui fait que, on peut continuer à être copains. Ou en tous les cas, pas trop hostile. Et si c'est avec des gens que vous pouviez déjà pas saquer, ou avec qui les relations étaient déjà un petit peu tendues, etc., ça va s'envenimer, et puis ça va mal finir. Et après, on peut se poser la question, justement, est-ce que c'est pas le résultat un peu fatal de ce qui se passe dans des groupes humains qui n'ont pas de lien, politique, qui n'ont pas de lien économique. Comprenez-nous, l'humanité, je ne sais pas comment dire, l'universel, la déclaration universelle des droits de l'homme, n'importe qui a notre apparence physique, même s'il n'est pas de la même couleur, même s'il n'est pas de la même taille, machin, c'est un être humain, il partage avec nous, etc. Et quand vous prenez l'avion pour aller au bout du monde, vous savez que vous êtes avec des êtres humains comme vous. Ça, c'est très moderne. C'est lié au développement économique. Quand vous êtes dans des sociétés de 50 personnes où les prochains ils sont à 30 bornes et ceux d'après à 60 bornes et ceux d'autour vous les connaissez à peu près, vous les trouvez certains vous êtes bien copains avec, d'autres un peu moins, etc. Mais enfin, en gros c'est des gens comme nous.
plus ça va loin, plus on ne sait pas qui c'est ces gens-là et pourquoi ils nous voudraient du bien. Et on tire d'abord, on discute ensuite. Si la plupart des peuples de la Terre portent des noms qui sont nous les humains, sous-entendu les autres, ouais, c'est pas pour rien. Voilà. Et ça, c'est le fond primordial. Alors encore une fois, c'est pas parce que c'est le fond primordial qu'on est condamné à vivre ça pour l'éternité. Et justement, toute l'évolution sociale montre que petit à petit, on est en train de surmonter ça. Bon, l'actualité montre qu'on n'a pas fini de surmonter ça, hein, on est d'accord. Mais voilà, mais la vengeance, c'est vraiment le truc qui traverse tout le monde non étatique, en interne, en externe, dans tout ce que vous voulez. Je sais, je suis trop bavard. Oui. Et oui, alors oui, non, moi je disais oui parce que ta franchise t'honore. non, qu'il n'y ait pas d'embrouille. Le oui, c'est parce que j'étais en train de réfléchir à tout ce que tu disais et je repensais aux invariants que tu citais. Alors donc, il y avait celui de la division sexuée du travail, de la répartition des armes létales, et le deuxième, effectivement, c'était l'identification en groupe, en communauté, et c'est très étonnant. C'est pour ça que c'est toujours, même encore aujourd'hui, primordial de lire la presse, par exemple, étrangère, d'autres entités. Et quand on écoute, admettons, actuellement les discours russes, tous les discours sont structurés en une division tripartite du monde. Il y a nous les Russes, par exemple, et nous on fait la même chose. Hein, en France, on a un discours politique de toute la représentation politique qui est totalement saturé de l'idée d'appartenance à la France, etc. Même les groupes qui se veulent radicaux, vous prenez LFI, ils s'appellent la France insoumise. Il faut encore recaser quelque chose comme ça dedans et dire et faire des manifs avec des drapeaux français, etc., etc. Donc c'est les Russes, les Occidentaux, et ils développent des choses. Alors ça nous paraît caricatural, mais je suis sûr parce qu'on a notre nez dedans, mais qu'on produit des choses très similaires, en disant que on a vraiment un système de valeurs totalement pourri, qui est en train de se déliter complètement, etc. Et bon, et puis ils ont une troisième partie du monde qui est la partie, comme tu disais, les villages pas trop loin. En gros, ici, c'est le reste de la planète allié, c'est-à-dire en gros, c'est tout ce qui rentre dans l'orbe chinois maintenant, en gros. Puisque c'est quand même la Chine qui est devenue la locomotive, la véritable locomotive de ce groupe-là. Donc quand on lit ces discours-là, de la même façon qu'on peut lire les discours de la frange MAGA. Jean-Loïc Lequelec sur les mythes avait une bonne formule. Il disait à quoi on reconnaît un mythe, on le reconnaît surtout chez les autres. Hein. Oui, c'est voilà, ça. Donc les mythes des autres, on les voit tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Nos mythes à nous, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut lire les autres, parlant de nous. J'entends bien. Mais justement, le but de la... Quand on essaye de faire de la science, aussi laborieux et pénible que ça puisse être, le but, c'est justement de s'extraire du caractère myope et local de nos représentations, typiquement la guerre, voilà, et d'essayer de constituer du savoir plus objectif en s'appropriant, au besoin en rigolant, mais vous avez, j'imagine, pigé que derrière la rigolade, il y avait quand même une idée un peu sérieuse de justement comment les autres... règlent leur compte ou règlent pas leur compte, pourquoi ils se battent, quelles sont leurs motivations, comment ça se structure des sociétés très différentes de la nôtre. Et avec l'idée que plus on va chercher des trucs très différents de nous, plus c'est éclairant et plus au bout du compte, on arrive justement à relativiser tout ça et à le ranger comme il faut, ou en tous les cas à avancer sur la voie de le ranger comme il faut. Très bien. Oui, on a débordé de 10 minutes, mais attraper Christophe en même temps qu'il sort, oui, mais attends, c'est l'astuce. Non, la question c'est ceux qui nous virent, est-ce qu'ils ont les armes? Parce que oui. Si on est plus nombreux qu'eux... Ils ont la menace de ne plus faire d'invitation. Ah merde. Bon, voilà, merci beaucoup Christophe et bonne lecture à vous après.